Bonjour, bonjour, bienvenue à Parole de joueur, un podcast de jeux de rôle où on met de l'avant les joueurs plutôt que les maîtres de jeu. Je me présente, je suis le co-animateur Philippe Taillon et avec moi, j'ai aussi une co-animatrice qu'on va pouvoir vous présenter un peu le concept. Est-ce que tu veux te présenter rapidement un peu? Bonjour, je m'appelle Kim Dufont et je vais co-animer avec Philippe. Oui, bon, le principe de parole de joueur, c'est qu'on va avoir à chaque semaine un sujet qui va être sous-divisé en questions thématiques avec un invité joueur qui va nous permettre d'avoir le plus d'informations possible, de découvrir le sujet et aussi de découvrir la personne. La formule qu'on utilise avec parole de joueur est simple. On commence par une présentation du pedigree de chaque personne invitée et ensuite, Kim va le bombarder de questions en rafale juste pour un peu briser la glace et apprendre à connaître la personne rapidement avant de pouvoir commencer dans le vif du sujet. Mais aujourd'hui, nous sommes un épisode spécial, nous sommes l'épisode 0, donc un premier épisode pour nous avant d'un premier invité. Vous allez donc aujourd'hui apprendre à nous connaître, Kim et moi. On va se prêter nous-mêmes à l'exercice de la phase 1 et 2 sur les 3 phases du podcast habituel, soit la présentation et les questions en rafale. Je vais commencer par moi vu que j'ai la parole déjà facile. Comme mentionné, je me présente Philippe Taillon. Tout ce qui est au niveau des réseaux sociaux, en ligne, les jeux et compagnie que j'ai utilisés depuis plusieurs années. J'ai aussi un alias du nom de The Mist Devil qui vient de mes jeunes années de gamer. Également, au niveau de groupe d'affiliation, je possède aussi la page Facebook des comptes et des dés, ainsi que la petite entreprise qui vient avec, dont, entre autres, le podcast est produit pour votre bon plaisir. Et je possède aussi un groupe de joueurs que je rassemble depuis plusieurs années, ça s'appelle les Dungeon Raiders du dimanche, parce que justement, autrefois, on se bookait un dimanche au grand complet, puis on jouait à un jeu de rôle, soit par exemple Supernatural ou Donjon Dragon, qui nous a permis de vivre plusieurs expériences. Mon cheminement global personnel que j'ai eu au niveau des jeux de rôle, ça a commencé en premier par le livre dont vous êtes les héros. Après ça, j'ai découvert Donjon Dragon, première édition avec le Red Box, pour ceux qui savent c'est quoi. Ça traînait dans l'armoire d'un de mes cousins qui n'en avait plus besoin. Il a décidé de me le donner, puis c'est ça qui m'a fait vraiment plus découvrir le tout. Puis les livres dont vous êtes les héros, pour ceux qui connaissent moins ça, parce que c'était plus à une certaine époque, mais ça commence à revenir dans la nouvelle littérature. C'était des livres qu'on pouvait sélectionner nos choix et nos chemins, qui disaient, par exemple, si vous voulez tourner à gauche, allez à la page 36, si vous voulez aller à droite, allez à la page 12, et ainsi de suite. J'ai joué à plusieurs jeux de rôle, dont Call of Cthulhu, Supernatural, Donjon Dragon 1, 2, 3, 4 et 5e édition, Morkborg, Channel Fear. Plus récemment, j'ai commencé à tenter d'apprendre le jeu Stranger Stuff. Puis côté partie en cours, j'ai présentement 2 campagnes qui sont en cours. C'est l'honneur du Cormyr se faisant dans les Royaumes oubliés et la Ligue des explorateurs intrépides qui se passe dans un monde complètement inventé qui est Aventura, une espèce de demi-plan des aventures avec plein de biomes d'exploration divers pour amuser les gens. Et finalement, je suis en planification pour le Temple du Mal élémentaire qui devrait être bientôt modernisé et apporté à nos portes. Malheureusement, avec la situation actuelle, il y a quelques délais. C'était supposé être prêt en juillet, mais finalement, ça va aller un peu plus tard dans l'année. J'ai bien hâte. Donc, c'est pas mal de choses et d'informations à absorber d'un seul coup. Je vais maintenant donc passer la parole à ma co-animatrice qui va aussi faire un petit résumé de son pedigree en tant que joueuse. Oui, donc bonjour. J'ai quand même beaucoup moins de bagages que Philippe en jeu de rôle, là, je dois l'avouer. Sinon, bon, on va commencer par la première chose, hein, mon alias, surnom, gamertag. Si vous me voyez sur Twitch ou YouTube commenter ou sur Xbox et PlayStation depuis très, très longtemps, mon gamertag est Kimar. Mais sinon, j'ai pas de groupe ou d'affiliation. Je suis un agent libre quand on parle de jeux de rôle, là, donc
vous me trouverez pas vraiment nulle part, à part être une fan finie de plein de podcasts québécois. Ça doit faire à peu près une dizaine d'années que je fais des jeux de rôle, mais à temps très partiel. Je dirais que si je mets tous les moments où j'ai joué à des jeux de rôle bout à bout, ça doit faire un peu moins de 2 ans que je joue à des jeux de rôle. Donc, j'ai eu un début très tranquille. Ça fait à peu près une quinzaine d'années, j'ai joué une partie de All Flesh Must Be Eaten parce que j'aime beaucoup les zombies. Ensuite, plusieurs années plus tard, un ami m'a invité à jouer à Edge of Empire, le jeu de Star Wars, de Fantasy Flight Game. On a joué 2 campagnes qui ont jamais abouti vraiment par manque de temps des joueurs. Encore là, laps de temps, c'est cool. On a commencé à jouer à Trou de Vagne. Puis la pandémie est arrivée, donc il y a eu un arrêt là-dessus. Et la premier automne du confinement là, de la pandémie, mon ami, un de mes amis de Montréal m'a demandé de joindre une partie de Descent to Avernus. Donc, c'est à ce moment-là vraiment là, que je suis tombée dans le jeu de rôle et que là, je me suis mis à m'intéresser à tout ce qui se faisait en termes de podcasts, en termes de vidéocasts. Je lis des jeux de rôle maintenant, des livres de jeux de rôle comme si c'était des romans. Et j'ai essayé vraiment beaucoup de trucs. Donc, j'ai 2 campagnes Descent to Avernus, puis une autre campagne officielle de Donjons Dragons qui est un peu sur pause présentement. J'ai 2 campagnes homebrew, l'honneur du Cormire avec Philippe, puis à l'ombre du Titan avec un ami qui s'appelle Maxime. J'ai ma campagne de Trou de Vagne qui a recommencé et j'ai d'autres projets encore là en banque. Donc, je suis, comme on dit, là, vraiment une passionnée, mais relativement nouvelle dans le monde du jeu de rôle. Oui, quand même passionné, en effet, mais tu sais, nouvelle, mais en même temps, on veut pas, on te voit quand même commenter dans plusieurs groupes, dont, entre autres, t'es très active dans le Old School Renaissance ou le Old School Revival, qui est un petit peu un de tes petits péchés, si on peut dire. T'es active, t'es une des administratrices d'un des groupes OSR francophonie, puis t'es quelqu'un qui va beaucoup pousser vers la découverte de ce style de jeu-là aussi. Fait que oui, t'es peut-être nouvelle dans le jeu de rôle, mais on commence à te voir circuler un peu partout. Puis Oui, c'est à notre grand plaisir. oh ben merci. Mais oui, donc Old School Revival, si ça vous intéresse, le groupe Facebook, on est maintenant, je pense, presque 300 membres, là, mais un type de jeu qui réfère à la vieille, aux vieux sentiments que les jeux nous évoquaient, là, donc où on peut très facilement mourir dans ces jeux-là. Je vais finir là-dessus, puis on en reparlera dans un autre épisode. Donc, dans le podcast Parole de joueur, Kim va généralement présenter beaucoup l'aspect et l'angle de vue des joueurs et des joueuses et va être généralement la personne qui va intervenir le plus avec l'invité. De mon côté, moi, je suis plus à apporter ma vision en tant que maître de jeu ou maître de rôle ou maître de table, de cérémonie, peu importe l'appellation selon le jeu de rôle que vous utilisez. Puis également, je vais aussi apporter parfois des petites anecdotes personnelles quand ça va venir me chercher dans le sujet. Mais comme mentionné, parole de joueur, c'est remettre la parole aux joueurs. On est déjà bien bombardé d'informations et de podcasts et autres pour les maîtres de jeu. Mais vous, les joueurs, vous avez aussi votre parole. Vous avez aussi des sujets qui vous intéressent et qui vous intriguent. On a une liste de sujets qu'on veut aborder dans le futur. Mais si à tout moment, vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à nous les proposer. Sachez qu'on est très ouvert. Puis même peut-être qu'un jour, on va peut-être être capable d'aller chercher des invités qui vont représenter de manière très spécifique ce thème-là en particulier. Parfait. Donc, Mais là, Kim, je vais te laisser... Oui, ben c'est ce que j'allais dire. Maintenant qu'on s'est présenté, puis tu as présenté encore un peu plus en détail le concept, je vais te mettre sur la chaise chaude et je vais te poser une série de questions à rafale, questions que les gens qui nous écoutent voient un peu de quoi ça va, comment qu'on va cuisiner les personnes qu'on va passer en entrevue, puis en même temps, ça va permettre de mieux te connaître. Donc, puis Ben je oui, vais aussi me vas-y. permettre de répondre aux questions, là. Ben oui, on va faire un échange, on va faire ça convivial. Yeah. Donc, premièrement, rapidement, tes jeux de rôle préférés, 3 maximum. Mes jeux de rôle préférés, je vais rester quand même dans certains classiques. Donjon Dragon, à travers le temps, c'est sûr que ça a toujours été un classique pour moi, puis ça m'a accompagné depuis le début de ma carrière
Ensuite, Morkborg, que j'ai découvert depuis un petit peu plus d'un an, qui va justement chercher cette vieille âme des jeux de rôle initiaux où que tout peut arriver, puis qu'on a vraiment l'impression que à chaque tournant de rue, une surprise peut nous attendre et qu'elle peut être mortelle. Et Dungeon Crawl Classic, que j'aime beaucoup, qui va moderniser, si on peut dire, les vieilles éditions des jeux de rôle en apportant des nouvelles touches et des nouveaux éléments, apportant une nouvelle dynamique, tout en gardant l'âme et le cœur des anciennes aventures. On se ressemble quand même beaucoup, Philippe. Donc, je dirais Donjon Dragon 5e édition pour ma part, parce que c'est la seule que j'ai connue. DCC, Dungeon Crawl Classic, que j'aime beaucoup. Et le dernier, je dirais Trudvang, parce que j'adore ma campagne actuellement. Puis jouer un Stormlander, là, donc une espèce de viking, c'est toujours vraiment extrêmement plaisant. Donc, Pour le côté voilà. historique ou juste plus le... Tout. L'histoire, se battre à coups de hache, oui, tout des Vikings m'intéresse. En fait, pas mal tout dans la vie m'intéresse, là, mais j'aime beaucoup les Vikings aussi et les zombies. Bon. Dans le même ordre d'idée, système de jeu ou un jeu que tu aimerais un jour essayer? Présentement, ce qui attire un peu mon intérêt puis ma curiosité, c'est Stranger Stuff. Que c'est quelque chose que je vais aller chercher, aller voir un peu l'ambiance des années 80, le style un peu Stranger Things, on s'entend, ils disent ouvertement que c'est fortement inspiré de ça. Ayant déjà beaucoup joué à Supernatural dans le temps, ça va aller chercher une autre fibre un peu de moi puis de ce style-là. Fait que c'est pas mal ça qu'un jour je veux essayer, puis même si possible, bientôt. Parfait. Moi, ma liste est plus longue que toi, ça paraît que j'ai moins joué, mais je dirais Lex Occultum, qui est sur le même système que Trudvang, fait par Riot Minds, Morkborg, que j'aimerais beaucoup essayer, un Channel Fear, puis Mouse Ritter aussi, que j'aimerais vraiment beaucoup essayer. Donc, jouer des petites souris, ça a l'air très plaisant. Ah, mais là, Euh, si je peux en nommer un autre, alors, si ben je peux oui, me le garde-toi. permettre, ben c'est sûr qu'il y a Troika, qui Oui. est vraiment un style particulier, explosé dans et original, très coloré, qui permet aussi d'aller chercher vraiment tout ton imaginaire, puis d'y aller de manière que ça déborde, puis de faire en sorte que les joueurs peuvent faire mais qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça qui est le plaisant de ce système-là aussi. Oui, tout à fait. J'ai eu beaucoup de plaisir d'ailleurs à jouer à Troïka. J'ai l'impression qu'on se complète dans ce qu'on a joué, ce qu'on a envie d'essayer. En général, quand tu joues, parce que je sais que tu es souvent maître de jeu, là, mais quand tu joues, est-ce que tu as un style de jeu plus RP, le roleplay, ou tu es plus technique? C'est sûr que moi, je vais prioriser en premier le style roleplay. J'aime beaucoup incarner un personnage avec ses valeurs, ses extrêmes, ses pensées, son mode de vie, tu sais, le faire vivre à travers le jeu. Mais c'est sûr que je vais toujours garder un petit côté un peu technique minimal. Je veux pas que le personnage soit comme handicapant pour le reste du groupe ou la partie. Tu sais, oui, je vais faire des gros choix roleplay et tout, puis que je vais essayer de pousser ça au bout le plus possible, mais sans tomber dans l'extrême ou au détriment du plaisir de la table. Ou bien que, tu sais, si c'est un jeu qui est très, très technique, un peu plus wargame, ou tu sais, quelque chose qui va faire en sorte que, tu sais, si ton personnage n'est pas optimal, tout le monde va peut-être mourir. C'est sûr que je vais pencher un peu plus sur le technique, mais c'est sûr que la première chose sur laquelle je vais me mettre là-dedans, c'est toutes les connaissances, l'histoire, le lore et suite pour développer le personnage. Fait j'ai le goût de dire bi, donc exactement la même chose que toi. Définitivement beaucoup plus roleplay dans mon style de jeu, mais tout le temps soutenu par une base solide, plus technique, mais ouais. J'aurais pas de plaisir à jouer à un jeu de rôle si c'était pas pour le roleplay. J'irais vers les jeux de société à la place. Donc voilà. Hum, Sinon, un peu dans le même style, est-ce que tu préfères les campagnes jouer en tant que joueur des campagnes préfaites ou des campagnes faites maison? À la base, je préfère aussi les fêtes maison parce que généralement, ça va permettre aux maîtres de jeu d'avoir un plus grand bac à sable puis de plus vite réagir puis également de pouvoir évoluer avec nos décisions parce que des fois, on va sortir du script initial de la campagne
préfaites. Mais en même temps, les campagnes préfaites, l'avantage, c'est qu'ils sont bien structurés, sont bien encadrés, sont généralement aussi bien guidés. Ça permet à plein de maîtres de jeu d'avoir de l'inspiration, puis d'avoir une ligne d'histoire. Puis veux pas, la majorité de ces aventures-là aussi sont populaires, sont connues. Fait que c'est plus facile d'échanger avec d'autres personnes. Genre, ah ouais, t'as-tu fait Descent into Avernus? Tu sais, juste la manière que les gens parlent de Curse of Strahd ou bien de Tomb of Annihilation. Tu sais, c'est comme, ça vient chercher comme une grande famille, tout le monde peut en parler. Fait que ça aussi, mais à la base, moi, c'est sûr que moi, puis aussi en tant que maître de jeu, je suis plus à l'aise avec le fait maison parce que ça me permet d'aller plus chercher l'improvisation, puis la réagir, puis de me dire, ben, j'ai pas scrappé l'aventure qui était écrite des 3 chapitres prochains parce que j'ai déraillé quelque chose. Je peux juste tout adapter. Mais c'est sûr que ça, c'est mon avis personnel en tant que joueur et maître de jeu. Surtout que c'est teinté par mon côté maître de jeu. Mais sinon, tant que j'ai du plaisir à table, il n'y a pas tant de problème. Moi, probablement les campagnes faites maison, moi aussi, pour un peu cette impression-là qu'on est dans un monde ouvert qui peut aller un peu n'importe où, là, mais sans être un railroad en bon français. Mais j'aime vraiment les deux, puis je pense que je les aborde aussi un peu de la même façon quand je crée mon personnage. Là. Je crée pas des personnages sur mesure pour une campagne pour qu'il soit le meilleur dans cette campagne-là. Là. L'exemple que je donne souvent quand je parle de ça, c'est, je vais en parler bientôt, là, mais dans Storm King Thunder, je fais, qui est dans une campagne dans laquelle on se bat contre des géants là, de Donjons Dragons, je fais un gnome parce que j'avais le goût de faire un gnome artificer. Fait que, dans le fond, je me dis, le gnome existe dans le monde et elle doit subir ces attaques-là aussi. Pourquoi ne pas la jouer? Donc, je veux vraiment, peu importe maison ou campagne préfaite, je vais l'aborder de la même façon, mais je crois que je préfère souvent l'originalité aussi des campagnes maison. Oui. Mais j'ai un peu répondu, vous allez voir là, même par ma réponse précédente. Mais toi, Philippe, c'est quoi ton personnage que tu as joué préféré, puis pourquoi en 4 mots? Mon personnage que j'ai préféré que j'ai joué, ce fut un chevalier errant durant un événement utilisant le système de Dungeon World. C'était un événement qu'on a dû faire pendant une journée de temps avec des groupes de joueurs qui s'échangeaient selon l'histoire puis selon les missions et autres. Ça, pourquoi je l'ai aimé, c'est parce qu'il était du style un peu chevaleresque, réaliste, tragique et conflictuel. Il y avait toute une relation entre le dieu et lui par rapport à son destin, par rapport à sa place dans le monde. C'est pourquoi, entre autres, il était errant. Il était réaliste dans le sens qu'il était terre à terre. Il était pas genre je vais sauver le monde ou autre. Puis à la fin, il est mort d'une manière aussi tragique en se questionnant puis en se demandant et en se demandant ouvertement à Dieu s'il avait fait sa part dans le monde puis s'il était pardonné pour ses erreurs passées. C'est sûr que c'est venu chercher plusieurs fibres en moi puis ça a fait, même s'il est décédé, ça l'a marqué l'histoire, puis ça m'a marqué moi aussi. Là. Comme quoi que des fois, pas obligé d'avoir un personnage qui va vivre pendant 3 ans de temps pour s'en rappeler. Donc, un beau personnage tragique qui est totalement à l'opposé de mon personnage préféré du moment, qui est, comme j'ai nommé, Bipnotin Boom Knuckle, qui est une gnome artificer. Et les 4 mots que je prendrais pour la décrire, c'est joie, folie, chaos et un robot nommé Steve. Donc, je pense que c'est là ça décrit bien sa folie, sa joie de vivre, qui est pas du tout tragique, mais qui aime le feu et qui chante des chansons quand elle lance des firebolts. Donc, voilà, à l'opposé complet de ton personnage. C'est la meilleure façon de lancer des firebolts, c'est des chanter. Ben voilà. Feu, joli feu en lançant une firebolt, c'est génial. On s'entend, on a des personnages très opposés en ce moment, là, mais ton univers et ton ambiance préférée quand tu joues à un jeu de rôle, ça serait quoi? Je vais y aller avec une question que peut-être que plusieurs personnes vont trouver un peu plate, là, mais dans le sens que c'est sûr que le médiéval, ça a toujours résonné chez moi. Je veux dire, j'ai eu des expériences par rapport à ça dès mon plus jeune âge. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai des livres de Royaume oublié, les Lance-Dragons. J'ai lu des livres indépendants, des livres de Mystara, des livres dont vous êtes les héros. J'ai fait du GN médiéval fantastique. Tout, fait que c'est quand même toujours un
c'est très fertile pour moi. C'est quelque chose que c'est facile d'embarquer dedans. J'ai plusieurs idées, j'ai plusieurs informations. C'est sûr que je suis capable d'aller dans d'autres univers ou autres, mais celui-là, c'est quelque chose que je me sens très à l'aise puis que j'aime beaucoup. Mais par contre, d'un côté thématique, je vais plus aller dans le dark fantasy, le gothique, un peu d'horreur aussi. Tu sais, dans les univers plus sombres ou réalistes. J'aime autant le high fantasy que le low fantasy, tout dépendant le système de jeu utilisé. Par exemple, Donjon Dragon, je vais plus y aller avec justement le high fantasy parce que à la base, le système est fait comme ça. Puis je trouve que tant qu'à avoir un système qu'il y a plein de sorts, c'est pété avec des pouvoirs à pu finir, ben aussi bien l'accepter puis de rendre le monde pareil. Mais sinon, dans tout ce qui est mon univers un peu plus sombre et autres, quand j'utilise des Dungeon World, des Morkborg, tout ça, c'est très low fantasy, c'est très plus terre à terre, la magie, il y a un prix ou il y a une manière de le faire, puis c'est toujours un wow quand quelqu'un l'effectue, puis ça fait en sorte que ça crée des tensions, puis c'est quelque chose que j'aime créer dans mes univers. C'est bon. Je pense que côté ambiance, ça se peut on sent qu'on a des points communs, là. Moi, j'aime beaucoup l'horreur. Je l'ai dit un peu de facto en commençant en disant que j'aime les zombies, là. Mais donc l'horreur en général, plus spécifiquement, je pense que j'ai un attrait pour l'horreur folklorique. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de plaisant à aller jouer là-dedans. Probablement que ça vient nous toucher aussi dans notre histoire puis notre imaginaire à nous, là. Donc horreur, principalement horreur folklorique. Parce que je peux pas faire simple dans la vie. Je dirais que j'aime aussi autant tout ce qui est très fantaisiste, mais fantaisiste un peu plus léger, justement, l'idée de jouer des enfants dans Stranger Stuff ou même si ça reste contre des monstres. Ou Mouse Ritter, où on joue des petites souris. Donc, des univers quand même plus whimsical, plus fantaisistes. J'aime vraiment beaucoup ça aussi. Sinon, pour ce qui est, mettons, de l'époque, je pense que j'aime tout. Je suis pas une fille difficile. Autant le médiéval que le futur, le sci-fi, j'adore ça. Jouer du Cthulhu en 1930, je trouve ça vraiment super. Donc, ouais, je suis vraiment pas regardante là-dessus. Donc, C'est sûr que chaque époque apporte ses possibilités puis ses ouais. opportunités. Puis ça fait en sorte de changer d'un peu d'esprit, puis de style, puis d'explorer d'autres facettes aussi. C'est sûr que justement, les années folles ou les années 20, la science-fiction, ça apporte aussi d'autres aspects, ça apporte d'autres dilemmes moraux, ça apporte Mhm. aussi d'autres utilisations, comme un des points quand on jouait à Supernatural, l'avantage qui était, c'est que c'est dans une époque moderne, fait qu'utiliser des téléphones, des caméras, tu sais, tendre des pièges avec des sensors numériques, tu sais, des affaires du genre, c'est comme, ça apporte quelque chose de nouveau, de rafraîchissant aussi. Fait que c'est sûr que d'explorer, c'est jamais mauvais non plus. Effectivement. Parlant d'exploration, est-ce que tu joues quand tu es joueur, est-ce que tu joues sensiblement toujours le même type de personnage ou tu essaies d'explorer des rôles les plus différents possibles? Moi, je suis plus du genre à essayer des rôles différents pour alterner, explorer des nouvelles facettes de moi ou du genre, mais c'est aussi pour voir, pour extrapoler et vivre une autre vie, si on peut dire ainsi. Donc, je vais construire un personnage avec ses valeurs, ses dilemmes moraux, avec une échelle et une gradation. Euh, Dire c'est quoi le minimum dans sa valeur qui est capable d'accepter, puis c'est quoi le maximum aussi de seuil de tolérance. Par exemple, si la personne est beaucoup pour la liberté, ben c'est quoi le minimum de liberté qu'elle va tolérer, puis jusqu'à où elle va tolérer de la liberté aussi. Parce que si admettons, il y en a trop, puis qu'elle juge que si tout le monde s'est rendu un Capharnaüm, puis c'est un chaos total, peut-être que ce personnage-là va trouver ça intéressant, mais peut-être qu'un autre personnage, sa gradation de liberté va arrêter jusqu'à un certain point. Fait que moi, c'est tout là-dedans que je vais aller jouer, puis explorer, puis me déplacer, puis planifier mes personnages. Fait que c'est ça que j'aime. Faire vivre, expérimenter, essayer quelque chose, voir jusqu'où le concept peut aller, qu'est-ce qui le fait cliquer, puis aussi qu'est-ce qui va au-delà de son seuil de tolérance. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je fais des personnages souvent les plus différents possibles, là. Donc, j'essaie de jamais jouer les mêmes classes ou
des mêmes backgrounds. Par contre, je me rends compte qu'il y a un trait commun entre tous mes personnages, c'est qu'ils sont fondamentalement gentils. Je suis incapable de jouer quelqu'un de méchant, même dans les jeux vidéo qu'on peut faire des choix. Mes amis rient de moi parce que je suis pas capable d'être méchante dans la vie. Donc, je pense que ça va être quelque chose qui va être très intéressant à explorer aussi dans notre prochaine émission sur les personnages méchants, evil, là, comment les jouer. En tout cas, du moins, je vais probablement prendre beaucoup de trucs là parce que j'en suis fondamentalement incapable. Encore là, je fais des liens. Foup, foup, foup. Un podcast ou un joueur, une joueuse qui t'inspire, Philippe? C'est sûr que j'ai Critical Role, qui est la base un peu, tu sais, je veux dire, c'est le même que j'ai beaucoup connu la 5e édition, en fait. J'ai commencé avec la 2e saison, quand il y avait, à l'épisode 1. Il y a quelqu'un qui m'avait dit hey, regardez ça, Critical Role commence une nouvelle saison, une nouvelle campagne avec des nouveaux personnages. Puis je vais bon, tu sais, quand c'est démarré, c'est plus facile d'embarquer, je trouve, quand ça démarre plutôt. Puis j'ai embarqué, puis j'ai même, je dirais, grâce à Critical Role, que j'ai appris la 5e édition avant même d'ouvrir un livre. Parce que ça faisait longtemps avant que je jouais à la 3.5, puis je tardais à aller à faire la transition, dis-je, vers la 5e édition, mais ça m'a convaincu d'y aller et d'aller de l'avant. Ensuite, c'est sûr, donc Matthew Mercer et tout, moi en tant que maître de jeu, ça m'a influencé beaucoup aussi. Ça m'a fait, OK, ça me permet d'aller chercher un autre aspect des joueurs, aller chercher des éléments plus de leur... T'sais, je cherchais déjà des éléments de leur background, tout, mais d'aller tisser des liens secrets ou d'affaires du genre, des séquences plus privées, aller creuser, faire des événements, puis de finalement moins limiter les joueurs dans leur structure, puis leur dire, ben vas-y, essaye, puis on verra ce que ça donne aussi. Il n'y aurait pas trop structuré une partie. Mais sinon, en tant que joueur, je dirais que Coup Critique, avec toutes leurs nombreuses chroniques, leurs nombreux podcasts, leurs nombreux jeux, leur énergie, leur joie de vivre, leur quand même professionnalisme, tout en s'amusant, est quelque chose qui est vraiment intéressant, plus leur implication dans tout ce qui est les jeux de rôle différents, puis nous faire découvrir des nouveaux jeux de rôle aussi, j'adore ça. Puis le joueur en tant que tel, ben, c'est sûr que Félix-Antoine Huard, avec ses voix, avec son style, avec son roleplay quand même assez approfondi, son élément aussi que il est toujours étonné, surpris, il est bon joueur. Tu sais, quand ils font un scénario plus d'horreur ou autre, il embarque, puis même lui, tu sais, il réagit, qui est comme genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ou au contraire, quand il se passe quelque chose de trop flyé, il est comme genre, mais qu'est-ce que je vis? Puis on le voit, on le ressent, puis on est capable de facilement tisser un lien, puis de faire genre, OK, il est comme ma représentation pendant la partie, tu sais, c'est comme ça, il réagit un peu comme le public réagit. Fait que c'est toujours intéressant, puis je trouve ça fascinant. Avec ma réponse, je pense qu'on va comprendre pourquoi on s'aime bien, Philippe. Parce que dans les podcasts, moi aussi, Critical Role a été quand même assez marquant. En tant que joueur, tu sais, je les adore tous, puis je pense qu'on a une belle dynamique ensemble, là. Mais Taliesin Jaffe, qui a une façon d'explorer ses personnages avec beaucoup d'affection, je pourrais dire, qui présente tout le temps ses personnages avec... comme s'il faisait un peu partie. Les personnages font partie de lui, ou l'inverse, du moins, en tout cas. Liam O'Brien, même chose. Je trouve qu'il a une très belle sensibilité, un beau roleplay. Il embarque dans le jeu des rôles, il va chercher les émotions, pas juste le combat. Puis Laura Bailey, je pense qu'elle est très... un peu à l'image de ma Boom Knuckle, là, est capable d'être très joviale, des fois très émerveillée dans un monde qui est parfois plus sombre, autant avec les deux joueurs précédents que j'ai nommés, là. Donc, ces 3 joueurs-là m'inspirent vraiment beaucoup. Puis sinon, au niveau québécois, là, encore plus, je dirais qui m'influence encore plus parce que c'est québécois. Coup Critique m'influence beaucoup. Je dirais que mon jeu a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué depuis que je les écoute. Et le joueur là, qui a vraiment le plus d'influence sur moi puis qui m'a le plus inspiré pour changer mon propre jeu et, à mon sens, devenir meilleur et avoir plus de plaisir, c'est Félix-Antoine Huard. Là. Donc, on lance des fleurs à profusion, mais je pense qu'il mérite. La manière de présenter les sorts, que c'est pas juste... textbooks, on sort le livre puis on lit ce qui est écrit, mais on l'intègre au jeu, on l'intègre à comment notre personnage manifesterait ces sorts-là.
Oui, donc c'est vraiment ce qui m'influence, puis ce que je suggérerais à des joueurs d'écouter pour avoir des trucs pour devenir meilleur joueur, à mon Hmm. sens. Encore là, en tant que joueur, Philippe, soyons moins positifs. Allons-y un peu plus négativement. C'est quoi qui t'irrite le plus comme joueur? Une personne qui va pas suivre l'histoire du tout, puis qu'on attend une réponse qui arrivera jamais pour une question importante parce qu'elle a juste pas suivi. Tu sais, une situation critique, puis ou genre au contraire, tu sais, on est bien on vit un dilemme, on discute de plein de choses pendant peut-être une heure à table, l'aventure continue, puis tout, puis là on arrive face à un choix, puis on arrive, dit bon, tu sais, qu'est-ce qu'on fait comme choix, puis tout, là, puis tu regardes la personne, toi, qu'est-ce que t'en penses? Puis elle te répond, ben de quoi? Puis tu fais genre, ben ça fait une heure là, qu'on fait de la... oui, la game, elle roule, puis mettons, on s'est peut-être battu, mais tu sais, tout le long, c'est en direction et vers ce dilemme-là, ou ce choix-là, ou cette intrigue-là, puis la personne, elle suivait pas du tout parce qu'elle était trop distraite, ou qu'elle est pas là, ou elle pense à autre chose, ou tu sais, elle fait juste pas suivre, puis finalement, ça crée juste un gros temps mort, puis une frustration, puis un silence, tu sais, un peu désarçonnant, là, comme genre tout le monde se regarde, puis ils font genre, vraiment, là. J'ai comme déjà vécu une situation de même, là, puis que genre, un autre joueur a fait genre, t'es-tu sérieux, là? C'est comme genre, OK. OK, c'est que ça fait genre 2 heures qu'on discute. C'est bon, OK. fait que c'est pas Ben, mal ouais. ça qui vient. Ça crée un frein, tu sais, puis ça crée un froid aussi. C'est comme genre, bon, est-ce qu'on réexplique tout, puis qu'on le remet à jour, tu sais, puis qu'on dit, ben, puis après ça, après avoir pris le temps de tout le remettre à jour, puis le réexpliquer, on continue la partie, ou on fait juste comme faire, bon, ben, tant pis, puis on décide entre nous, tu sais. Ouais. Ma réponse va pas mal dans la même direction, là. C'est un joueur qui écoute pas parce qu'il est sur son cellulaire, parce qu'il se lève pour aller chercher un snack, parce que peu importe la raison, je pense que ce qui m'irrite le plus comme joueur, c'est par exemple, je pose une question en jeu dans l'histoire à un NPC, je reçois une réponse, ça fait progresser l'histoire. Un autre joueur, 2 secondes après qu'on ait reçu la réponse, repose la même question ou refait la même action parce qu'il écoutait pas ce que les autres joueurs faisaient, puis il était juste dans son monde, puis il pensait juste à lui, ce qu'il voulait faire. Pour moi, les jeux de rôle, c'est un jeu collaboratif, là, autant entre les joueurs qu'avec le DM. Donc, c'est ça, quelqu'un qui écoute pas, ça vient, je disais que je suis pas capable d'être méchante dans mes joueurs, puis dans la vie avec mes personnages, puis dans la vie en général, là. Je pense que ça vient réveiller cette petite fibre où que je deviens un peu plus méchante. Quelqu'un qui écoute pas pendant qu'on joue. Puis finalement, en termes de personnages puis de joueurs, là, est-ce que tu préfères jouer un personnage qui est plus musclé, plus intelligent, résoudre des puzzles, faire du combat? Donc, quel genre de personnage t'es ou tu préfères jouer? Moi, c'est plus le côté intelligent que j'aime, tu sais, un personnage qui va penser, qui va planifier, qui va regarder, parce qu'en même temps, ça permet de rester actif, même quand ton personnage n'est pas en action ou bouge, tu sais, même si c'est un combattant ou autre, tu sais, s'il y a un esprit de tacticien ou autre, tu sais, même s'il lance pas des sorts pendant un combat, exemple, il va toujours penser à quelque chose planifié. Ça permet aussi de me dire, ben, mon personnage, il a des réflexions, il va avancer, il va faire des théories, il va toujours avoir quelque chose qui va bouillir un peu dans la tête, puis c'est plus facile pour moi, je trouve, à jouer, puis à faire avancer l'histoire, puis à dynamiser, puis être capable de m'impliquer, que si, mettons, il l'était un peu moins. Mais je veux pas non plus qu'il soit fragile, comme mentionné, j'ai un personnage qui est handicapant, ou que genre que je vais toujours être obligé de me cacher, ou finalement d'être trop prudent. J'aime pouvoir prendre des risques sans que ça soit automatiquement la mort. Puis sinon, puzzle pour réfléchir, penser, des énigmes, tout ce côté-là, ça vient me chercher un peu, j'aime ça. Ça fait avancer. Puis toutes des fois, dans des anciennes campagnes, là, quand j'étais un peu plus jeune avec un de mes maîtres de jeu, des fois, créer tous des liens par rapport à des morceaux d'histoire, des indices qui laissaient ici et là, puis des fois même deviner le gros reveal, la grosse révélation avant même qu'elle survienne, puis voir une phase de genre de gars qui fait genre non, c'est pas ça. Des fois, ça faisait un grand plaisir. Genre, puis quand ça arrivait, genre, la table te regarde, c'était genre un petit regard en coin, puis tu fais juste, ben, c'était des théories, là. Mais fait aller chercher ça. Ça vient me chercher. Moi, j'aime ça, embriquer un peu tout, puis voir si j'ai raison ou j'ai tort. Puis en même temps, je trouve ça, si je me trompe,
dans un puzzle ou un énigme ou autre, ben, ça me permet d'apprendre puis de dire, ah, il y a aussi cet élément-là ou c'était quelque chose que j'avais pas pensé. Oui. Encore, moi, c'est ça. Je pense aussi le personnage. J'ai plus de plaisir à jouer un personnage, disons, qui a plus d'intellect ou de sagesse, disons, qui a être musclé, là. Mais c'est sûr que j'aime ça être capable de me débrouiller dans un combat, là, la plupart du temps. C'est rare les jeux de rôle que c'est pas nécessaire de savoir se débrouiller en combat. Mais j'ai vraiment un malin plaisir avec les puzzles, les casse-têtes. J'ai toujours aimé ça, là, essayer de trouver qui, pourquoi, comment, là, avec quoi. Donc, dans le jeu de rôle, c'est la même chose, là. Puis c'est encore mieux dans les campagnes maison, là, quand il y a une espèce de grande narrative, de grande trame, que finalement, on se rend compte que tout a un lien, puis bam, à la fin, il y a une révélation, puis tu te sens tellement intelligent quand tu as réussi à comprendre des bouts du morceau en cours de route, puis que tu as l'impression que tu l'as vu venir parce que tu as été brillant et non pas parce que c'était facile à voir venir, là. Ouais, j'aime bien ça des personnages. Et pas jouer, être la joueuse qui a tout compris, mais que le personnage, tu le sais qu'il n'aurait pas compris, fait faut que tu te taises. Donc, avoir un personnage avec le moindrement d'intelligence ou de sagesse, je trouve ça quand même fort plaisant. Ou Donc, ça ferait bien, le tour des questions. Excuse-moi. Oui. Ben ça, j'allais juste dire, ou bien tes théories ont inspiré le maître de jeu, puis il a décidé d'inclure encore plus Ouais. Mais on le d'éléments. saura jamais, ça. C'est C'est ça. derrière le rideau. Mais oui, donc j'allais dire que ça conclut les questions en rafale. C'est sûr qu'avec nos invités, on ne sera pas deux à répondre. Donc, ça va Non. être un peu plus en rafale, mais ça donne un aperçu, ça vous donne un aperçu à tout le monde qui écoute quel genre de petites questions on va faire là, pour réchauffer le joueur, un peu mieux le connaître avant d'embarquer dans les questions de fond. Donc, Philippe, si tu veux expliquer un peu ce qui s'en vient lors de la prochaine émission? Oui, donc lors de la prochaine émission, l'épisode officiel, l'épisode 1, nous allons recevoir un premier invité que vous serez peut-être pas étonné d'entendre son nom. C'est Félix-Antoine Huard qui a décidé de se prêter au jeu. Puis de venir participer à le premier épisode officiel de Paroles de joueurs. Et le sujet va principalement être des trucs roleplay. Qui va nous parler. Donc, on va avoir des sous-questions suite à ces petits trucs-là, entre autres, tout comment garder son personnage, une voix, faire des bruitages, puis comme Kim a mentionné, aussi comment jouer un personnage mauvais sans antagoniser tout son groupe. On s'entend que Félix-Antoine va être capable de très bien répondre à ce genre de questions-là, vu ses personnages récents. Puis on s'entend qu'aussi lorsqu'il l'anime, c'est un expert bruiteur qui fait réagir ses joueurs de manière impressionnante suite à ses petites tentatives et ses petits mots. Puis aussi, c'est un des joueurs qui a le plus d'accent qui se mélange. Donc, il va nous donner des petits trucs pour nous aider à ça. Puis ça peut être autant pour joueur que pour maître de jeu, je vous dirais, pour la majorité de ces informations-là. Donc, je vous invite à nous écouter pour le prochain épisode. Puis je vous remercie beaucoup de votre patience, d'avoir appris à connaître Kim et moi lors de cette première épisode de Paroles de joueurs, l'épisode 0. Apprenez à connaître vos deux co-animateurs. Merci, à la prochaine! Merci, à la prochaine. Au revoir.